Bien. Chers collègues, bonjour. Nous recevons ce matin M. Philippe Wahl, président directeur général du groupe La Poste. La Poste est un sujet que la Commission des affaires économiques n'avait pas encore abordé dans les premiers mois de la présente législature, mais La Poste relève totalement et expressément de ses compétences réglementaires. M. Philippe Wahl avait d'ailleurs été entendu par 2 fois sous la précédente législature, en mai 2018 et en avril 2020. Il a également été auditionné à pas moins de 3 reprises par notre commission dans le cadre de la procédure prévue à l'article 13, alinéa 5 de la Constitution, permettant aux commissions du Parlement de donner leur avis sur des nominations envisagées par le président de la République à des emplois importants pour la vie économique et sociale de la nation, en septembre 2013, en janvier 2016 et en janvier 2020. La Poste est en effet une entreprise importante dans la vie de tous nos concitoyens et nous avons tous eu à connaître ici les émois que peuvent susciter auprès des élus et de leurs administrés les fermetures des bureaux de poste ou les aménagements d'horaires. Car La Poste est aussi une entreprise, une société anonyme à capitaux 100% publics qui a dû se réinventer depuis quelques années. L'ouverture à la concurrence et la chute vertigineuse du volume de courrier du fait de la digitalisation de la société l'ont forcé à innover et à se diversifier dans le cadre du plan stratégique de La Poste pour 2030. Permettez-moi à cet égard de vous poser une première question, Monsieur le Président. Début 2020, dans cette même salle, vous considéreriez que votre priorité des priorités consistait à réussir la transformation de La Poste, car vous le reconnaissiez à l'époque, vous n'étiez pas encore parvenu à réussir cette transformation. Où en êtes-vous aujourd'hui, Monsieur le Président? Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci d'abord de m'accueillir. Je veux redire à vous toutes et vous tous, mesdames et messieurs les députés, l'honneur que c'est pour le PDG de La Poste, pour les postières et les postiers, de discuter avec vous. Et comme vous le savez, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, j'ai l'habitude maintenant de venir devant votre commission. Et pour les postières et les postiers, c'est toujours essentiel de partager avec les élus de la République dans cette chambre ou dans l'autre chambre que prévoit la Constitution, c'est-à-dire le Sénat. Alors, vous m'avez interrogé dès le début sur cette question de la transformation. Nous sommes au milieu de la transformation de La Poste. Et je veux, pour parler de notre entreprise, vous remettre en mémoire quelques éléments clés qui expliquent ce que nous sommes en train de vivre, de traverser et de faire. Notre entreprise, depuis 10 ans que je la préside, a perdu, du fait de la baisse des volumes du courrier, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit l'équivalent du chiffre d'affaires de la RATP. Je le répète pour qu'on l'ait tous en tête. Alors qu'en 2013, notre chiffre d'affaires était de 21 milliards d'euros, l'évolution du courrier nous en a fait perdre 6 milliards. Malgré cette perte de 6 milliards, le travail des postières et des postiers, car c'est eux qui font ce travail, a permis de faire croître le chiffre d'affaires à 35 milliards d'euros. Et je veux, devant les parlementaires que vous êtes, vous remercier à nouveau de votre soutien dans le cadre de la loi Pacte, qui a permis cette croissance de notre chiffre d'affaires. En effet, dans cette loi Pacte, vous avez autorisé la Caisse des dépôts et consignations à devenir majoritaire dans La Poste. Elle a en effet 66% du capital, les 34 restants étant dans la main de l'État. Notre entreprise est donc une entreprise totalement publique, même si sa forme juridique est celle d'une société anonyme. Et grâce à cette transformation, nous avons été capables de croître alors même que les vents contraires de notre industrie étaient absolument désastreux. Cette année, nous avons perdu 600 millions d'euros de chiffre d'affaires liés au courrier. Et d'ailleurs, l'année prochaine, dans 3 semaines, il en sera de même. Ce qui vous montre que notre entreprise est confrontée à une pression absolument considérable des usages de nos millions de clients. Ce qui doit nous rassurer aussi, c'est la comparaison avec les autres postes et les autres pays. De ce point de vue, la France est dans une position moyenne en termes de diminution du courrier. Je vous donne simplement 3 chiffres.
18 milliards de lettres transportées par nos factrices et nos facteurs en 2008, 6 milliards l'an prochain. 18 à 6 milliards. Et sans doute 3 milliards en 2030, qui est le terme de notre plan stratégique, La Poste 2030, engagé pour vous. C'est donc une entreprise dont vous êtes très proche, que vous connaissez partout sur le territoire, mais qui est chamboulée par la révolution numérique comme aucune autre entreprise. Et je crois que la puissance des postières et des postiers, la qualité de notre plan stratégique que nous avons co-construit avec les postières et les postiers et nos organisations syndicales, montre à quel point nous avons été capables de faire face à la succession des crises que cette entreprise traverse. Dans notre stratégie, il y a la volonté d'être une entreprise engagée au service de tous. Au service de tous d'abord, notre entreprise est la seule en Europe qui ait 4 missions de service public. Ces missions de service public, nous les avons défendues et elles sont aujourd'hui légitimées par la Commission européenne, puisque vous savez que lorsqu'il y a une mission de service public, il nous faut la présenter à la Commission européenne pour être certain que, d'après le traité de Rome, elle n'emporte pas de rupture de la concurrence. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons été capables de légitimer ces 4 missions de service public et d'obtenir le soutien de la Commission européenne. Il y en a une qui est actuellement en discussion avec la Commission européenne, qui est la mission de service public liée au service universel postal. Pour faire simple, le courrier. C'est la première fois, et je veux vous en remercier, que l'année dernière, vous aviez accordé une compensation aux pertes que nous réalisions dans le service public du courrier. Cette mission est devant la Commission européenne et nous espérons avoir une décision, nous l'espérons favorable, au début de l'année prochaine. Donc une entreprise, la seule en France et en Europe, qui ait 4 missions de service public, qui est très attachée à ces missions de service public et dont les 260 000 salariés, 220 000 en France, défendent les valeurs et les missions de service public. Lorsqu'on parle de ces missions de service public, et je suis sûr qu'on y reviendra à travers vos questions, il faut bien voir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que nos concitoyens, nos clients, envoient de moins en moins de lettres. Je vous ai parlé des chiffres. 18 milliards en 2008, 6 milliards l'année prochaine. Et que la fréquentation des bureaux de poste, dont je suis sûr que vous allez me parler, fait l'objet également d'un recul tout à fait significatif sur 10 ans, 2 fois moins de gens tous les jours dans les bureaux de poste sur 10 ans, ce qui n'est pas lié à l'accueil et à l'activité des postières et des postiers, mais qui est lié au fait que dans la numérisation de la société, les gens vont de moins en moins dans des lieux physiques et que nous devons aussi nous y adapter. Voilà donc la transformation de l'environnement que vit notre entreprise. Et notre entreprise, elle a décidé de défendre les missions de service public, on vient d'en parler. Elle a décidé de devenir un leader européen du colis. Et nous sommes aujourd'hui le numéro 1 en Europe du colis livré par route. Et ça, c'est remarquable, devant Deutsche Post, DHL et Amazon. Amazon qui est dans une situation singulière à notre égard, et nous, à son égard, c'est notre premier client et c'est notre premier concurrent. Nous avons développé cela par des investissements importants en Europe et ailleurs dans le monde. Et ces investissements, nous les avons également menés ici en France, puisque depuis 2014, nous aurons investi plus d'1 milliard dans des usines de colis, ce que nous appelons des plateformes de colis. Et pour nous, c'est la façon d'aider le e-commerce et aussi de servir les millions de clients qui sont les nôtres. Donc, un axe colis en France, en Europe et dans le grand international qui fonctionne et qui permet à l'entreprise, vous le voyez bien, de compenser ce que nous perdons sur le métier traditionnel qui est en forte attrition. Le deuxième domaine dans lequel nous nous sommes beaucoup développés et qui cadrait avec mes remerciements
pour votre soutien lors de la loi Pacte, c'est la banque et l'assurance. Nous avons réalisé, avec Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, avec aussi le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, ce qui était le rêve depuis des années et des années de la Poste, mais aussi de beaucoup d'acteurs du secteur public, la création du grand pôle financier public autour de la Caisse des dépôts, qui réunit la Caisse des dépôts, la Banque postale, la BPI, la Poste. C'était une vision du pôle financier public qui était défendue depuis des années et des années. Il a été réalisé. Il permet à la Banque postale d'avoir un cadre stratégique qui est le même que celui de ses 5 grands concurrents. Ces 5 grands concurrents, vous les connaissez. Ce sont les 2 banques cotées, qui sont Société Générale et BNP Paribas, et les 3 grands groupes mutualistes de notre pays, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et le groupe BPCE. Aujourd'hui, la Banque postale, qui garde sa spécificité d'une banque présente partout sur le territoire et accueillant toutes les clientèles, elle a le modèle stratégique qui lui permet de résister à la concurrence. J'en profite en vous parlant de concurrence pour vous rappeler que nous n'avons plus aucun monopole, ni de droit ni de fait, et que nous sommes soumis à la concurrence sur la totalité de nos marchés, et que dans les secteurs où nous sommes en concurrence, à ce stade, nos performances vis-à-vis de nos concurrents ne sont pas mauvaises. Banques et services financiers, colis, courriers, missions de service public, nous préparons l'avenir de la Poste à 2030 autour de 2 activités dont j'avais déjà été amené à parler devant votre commission. La première, c'est l'idée de transposer dans le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire un monde où le numérique prend beaucoup d'importance, le tiers de confiance qu'est la Poste. Si vous êtes aussi attaché à la Poste, c'est évidemment grâce aux postières et aux postiers, à notre marque, à notre présence sur le territoire, au fait que nous sommes des tiers de confiance. Ces tiers de confiance dans la vie physique, nous avons décidé stratégiquement de construire la même position dans la vie numérique. Et alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé un coffre-fort numérique, évidemment dans un cloud souverain, il s'appelle DigiPost. C'est le premier coffre-fort numérique dans notre pays, avec 8,5 millions de clients déjà. Et j'espère que chacune et chacun d'entre vous a son DigiPost. Le DigiPost permet de recevoir les feuilles de salaire dans les entreprises. On est à votre disposition à la fin de la séance, évidemment. Et le grand intérêt de ce DigiPost, c'est qu'il est le réceptacle de votre vie numérique et il est géré par la Poste. Et donc, vous ne craignez pas Cambridge Analytica et autres scandales parce que c'est la Poste qui le gère. Nous croyons à ça. Nous avons défini une identité numérique. Cette identité numérique est la seule à ce jour certifiée par l'ANSSI. D'autres entreprises de haute technologie françaises sont dans le processus de reconnaissance de l'identité numérique. Nous avons cette identité numérique. Et alors, quand vous vous demandez à quoi ça peut servir, eh bien, je sais que votre Assemblée a eu à discuter du compte personnel formation, des risques d'escroquerie, des risques de fraude. L'identité numérique de la Poste, c'est la clé qui permet de verrouiller son compte personnel de formation. Nous avons donc des activités numériques dont la totalité du chiffre d'affaires représente aujourd'hui 800 millions d'euros. Ces 800 millions d'euros ne vous permettent pas beaucoup par rapport aux 35 milliards. Mais ma conviction, c'est qu'ils seront plusieurs milliards d'euros dans les 10 années à venir et que ma responsabilité de PDG de cette entreprise publique devant vous, c'est de préparer non seulement la Poste de demain, mais celle d'après-demain. Et si on revient sur la réussite de Géopost, dont je vous ai parlé sur le colis, n'oublions pas que quand nous avons fait l'acquisition de Géopost en 1999, son chiffre d'affaires était d'1 milliard d'euros. C'était il y a plus de 20 ans. Nous avons investi sur le long terme, c'est le temps de l'entreprise. Et aujourd'hui, Géopost est passé de 4 milliards d'euros en 2013 à 15 milliards d'euros. C'est le travail que les postières et les postiers et les géopostiers ont fait sur le numérique.
Nous avons la même vision de long terme. Et évidemment, vous avez vu que nous avons lancé, il y a 3 semaines, avec la Caisse des dépôts et avec 2 entreprises françaises, Dassault Systèmes et Bouygues Télécom, un projet de cloud souverain qui est évidemment absolument essentiel pour la Poste, pour Digipost et pour tout notre pays. Donc le numérique, nous souhaitons que vous l'intégriez. Bien sûr, vous pensez d'abord aux timbres, aux factrices et aux facteurs quand vous pensez à la Poste, mais dans le monde de demain, la Poste sera un tiers de confiance absolument décisif. Et c'est ce que nous préparons aujourd'hui, même si le chiffre d'affaires est encore un peu inférieur à 1 milliard, nous espérons le franchir le plus rapidement possible. Et nous avons des projets en matière numérique dont nous serons peut-être amenés à vous reparler. Je crée ainsi le suspense, Monsieur le Président, pour ma prochaine visite. Et puis je vais terminer par l'autre secteur dans lequel nous essayons de nous développer. Il s'agit des services de proximité humaine, les services à domicile. Vous le voyez, nous avons avec nos 70 000 facteurs un réseau de présence quotidienne sur la totalité du territoire qui est sans aucune imitation possible. Ce réseau de femmes et d'hommes qui rencontrent plus de 2 millions de personnes chaque jour, personnellement, s'il ne repose que sur la lettre, son avenir sera mis en cause. C'est la raison pour laquelle, avec les postières et les postiers, nous avons injecté de nouvelles missions et de nouveaux métiers dans ce réseau des factrices et des facteurs. Et ceci tourne notamment autour de l'aller vers, la visite aux personnes âgées, la livraison de repas, la livraison de médicaments, l'idée de mettre le savoir-faire, l'intelligence relationnelle, le sens du service public de nos postières et aux postiers au service de tous les territoires. C'est le deuxième grand défi stratégique parallèle à celui du numérique. Et celui-ci, l'aller vers, dans le cadre d'une société qui vieillit, d'un pays qui vieillit, nous pensons qu'il peut avoir un rôle fondamental dans la cohésion et la solidarité sociale et humaine. Et évidemment, sur ce terrain-là, nous serons également amenés à venir vous revoir une prochaine fois. Voilà, Monsieur le Président, où nous en sommes. Le premier semestre de l'année a monté une profitabilité correcte. Pour nous, la guerre en Ukraine est un choc absolument majeur. Il a provoqué une crise macroéconomique, une montée des coûts de l'électricité et des énergies, ce qui, pour une entreprise de transport, se traduit, je veux reprendre ce coût avec vous pour que vous en soyez conscients, sur année pleine, un coût de 1 milliard d'euros pour nous. Donc, la crise économique qui se manifeste, la guerre en Ukraine qui se manifeste, elle a une traduction directe sur la Poste, c'est 1 milliard de coûts en plus, qui s'ajoute évidemment aux 600 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'on va perdre. C'est dans ce contexte que ce groupe se transforme et qu'il affirme à la fois sa résistance au choc et sa capacité de rebond. Voilà ce que je pouvais vous dire en 15 minutes sur la situation du groupe et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour vos propos introductifs. Nous allons maintenant passer aux orateurs de groupe. Monsieur le Président, je vous rappelle que sur les orateurs de groupe, le principe dans notre commission, c'est 4 minutes par orateur. Chaque orateur a la possibilité de vous poser soit des questions courtes, soit une intervention plus longue. Quoi qu'il en soit, à 3 minutes pile poil, je coupe le chrono et vous avez minimum 1 minute pour pouvoir répondre à l'orateur qui vous interroge. Et on reste dans un dialogue sur 4 minutes par orateur. Nous allons commencer par Anaïg Lemeur du groupe Renaissance. Madame Lemeur, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Directeur Général, chers collègues. Je tiens au nom du groupe Renaissance et de la majorité à vous remercier pour votre intervention et la clarté de vos propos. Par son positionnement historique, la Poste est un acteur incontournable de nos territoires et de nos concitoyens. Par ses investissements, elle est désormais aux avant-postes des grands défis qu'il nous faut affronter collectivement, qu'ils soient économiques, territoriaux, sociaux, numériques ou environnementaux. Au moment où nous commençons, pour certains d'entre nous, à rédiger nos premières cartes de vœux, je souhaiterais vous interroger en priorité sur 3 points que vous venez d'évoquer.
Ma première question concerne l'aménagement du territoire et les services de proximité. Comme vous l'avez souligné, La Poste opère depuis plusieurs années une véritable mue stratégique pour répondre à l'évolution de son marché et aux nouvelles attentes des usagers. Le partenariat signé le 21 octobre dernier avec la Confédération des buralistes s'inscrit dans cette dynamique. Pour autant, dans un certain nombre de circonscriptions, un sentiment d'abandon, voire d'incompréhension demeure chez nos concitoyens. Notre collègue Quentin Bataillon, député Renaissance de la Loire, vous a récemment alerté sur l'avenir de certains bureaux de sa circonscription dont les horaires et les services ont été fortement réduits. Pour ma part, je peux témoigner de la dynamique de La Poste, notamment par la mise en place de plateformes comme à Saint-Évarzec. Donc j'avais plusieurs questions, notamment est-ce que vous avez prévu en fait des indicateurs de satisfaction pour répondre en fait à la demande des citoyens et aux attentes de ces citoyens? Et est-ce que vous avez aussi prévu d'avoir des dispositifs non uniformes, c'est-à-dire qui répondent plus au territoire, ou est-ce que votre dispositif est complètement national, sachant qu'un territoire littoral ou de montagne n'a pas forcément les mêmes attentes qu'un territoire urbain? Ma deuxième question concerne l'engagement de votre groupe Première entreprise publique française à mission en matière de transition écologique et de décarbonation. Vous avez récemment annoncé un investissement de 600 millions d'euros à horizon 2026 dans la logistique urbaine, notamment pour vous mettre en conformité avec les ZFE, les zones à faible émission. Donc je voulais savoir quel regard portez-vous sur cette réglementation. La crise énergétique actuelle remet-elle en cause votre ambition? Adaptez-vous votre stratégie du dernier kilomètre en fonction des futures zones ZFE? Maintenez-vous la même ambition verte dans les autres territoires? Et enfin, ma dernière question concerne le partage de la valeur. Quel dispositif avez-vous mis en place au sein de votre entreprise, auprès de vos salariés, pour faire face à la situation économique actuelle? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Président, en 1 minute 30. Première chose, sur l'aménagement du territoire, le dispositif n'est pas du tout national. C'est un dispositif décentralisé, articulé sur la relation avec les élus et dont l'institution de base est la commission départementale de présence postale territoriale, dans lequel les élus sont représentés, les élus régionaux, les élus départementaux, les élus locaux. Nous y discutons avec chaque fois l'Association des maires de France. Et donc, c'est à ces commissions départementales de présence postale et territoriale qu'il revient de jouer le rôle du recours, de l'intermédiaire. Et c'est par cette animation locale qu'on réagit. Piloter un territoire aussi complexe que le nôtre, en plus avec les dimensions insulaires et ultramarines, c'est impossible si vous gérez ça de Paris. Donc jamais on essaiera de faire ça. On a systématiquement utilisé les commissions départementales de présence postale territoriale et en ce moment même, on négocie avec l'AMF le nouveau contrat triennal. Pour nous, c'est ça la clé. J'ai entendu les remarques et je m'attends évidemment à des critiques parce qu'il y a des fois où on n'arrive pas à répondre à la demande. On a à chaque fois des explications. Mais pour nous, l'ancrage se fait avec la commission départementale de présence postale territoriale. Merci. Sur la transition énergétique, nous avons été à l'origine de la logistique urbaine. Aucun élément ne remet en cause notre engagement énergétique. Nous sommes la seule poste neutre en carbone aujourd'hui. La neutralité carbone n'étant qu'un point de passage. Enfin, sur le partage de la valeur, nous avons eu 2 opérations de NAO cette année, 2,5 au mois de janvier, 1,5 en septembre quand on s'est rendu compte du niveau de l'inflation. Et l'année dernière, pour l'année 2022, nos postiers et nos postières ont touché 591 € d'intéressement, le plus jamais réalisé dans notre histoire. Merci beaucoup. Monsieur Hervé Delepinot pour le Rassemblement national. Oui, bonjour Monsieur le Président. Une question très simple qui a trait à la situation de la gestion des ressources humaines au sein du service du courrier de la Poste, qui est quand même le métier historique de votre honorable institution. Donc moi je suis élu de Carpentras, donc nous sommes dans la France périphérique, et il ne passe pas un jour sans que les administrés se plaignent de la dégradation du service du courrier. Quand je dis dégradation, c'est des villages qui ne vont pas avoir de courrier pendant 5 jours. Quand je dis dégradation, ce sont des intérimaires qui valsent,
Là où on avait l'habitude d'avoir son postier dédié à un secteur, aujourd'hui le visage change parfois chaque mois, ce qui semble démontrer d'ailleurs une difficulté à fidéliser les personnels. C'est également la difficulté pour les personnes âgées des zones rurales d'accéder à un guichet, car je tiens à rappeler que les espèces circulent encore et certaines personnes utilisent le mandat cash. Bien, à partir du moment où les bureaux de poste, qui constituaient quand même un maillage territorial extraordinaire, et les cheveux blancs dans cette salle l'ont connu, chaque village pratiquement avait son bureau de poste. Aujourd'hui, il faut faire parfois plusieurs kilomètres pour pouvoir se rendre à un guichet ouvert, je dis bien à un guichet ouvert, pour pouvoir retirer des espèces ou en déposer. Et dernier point, ça a trait au partenariat commune La Poste. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, mais on va à nouveau y revenir. De plus en plus de maires considèrent que le contrat que vous passez avec eux serait en quelque sorte léonin, puisque le reste à charge pour la commune dépasse très largement ce qu'elle avait envisagé au départ, et quelque part, vous transférez une partie de la masse salariale sur les collectivités locales. Donc je vous remercie par avance pour vos réponses. Monsieur le Président, en 2 minutes. Première chose, historiquement, il y a toujours eu 17 000 points de contact postaux, alors qu'il y avait 36 000 communes. C'est la première réponse. 17 000 sur 36 000. Il n'y a jamais eu 36 000 bureaux de poste en France. Donc il y en a eu 17 000. Il y en a aujourd'hui 17 000, la moitié des bureaux de poste avec des postiers salariés et la moitié répartis entre des agences postales communales, monsieur le député, vous venez d'y faire référence, et des commerces locaux. C'est souvent le seul mode de survie du petit commerce local dans le rural. Pour les agences postales communales, nous avons cette discussion avec l'AMF. À ce stade, l'AMF, qui représente tous les maires de France, n'a pas considéré que les contrats que nous passions avec elle étaient léonins, mais je suis à l'écoute de chacune des situations particulières. Nous versons chaque mois une somme importante à chacune des mairies pour prendre en charge une partie de l'emploi communal. J'ai entendu, monsieur le député, ce que vous avez dit sur la dégradation perçue du service public. Je ne le nie pas. Il y a dans un certain nombre de zones des difficultés. Nous cherchons à y répondre. Pourquoi est-ce que ces difficultés, monsieur le député, sont particulières ? C'est que là, pour le coup, comme nous sommes une entreprise de main-d'œuvre, nous souffrons des effets de la pandémie et des différentes vagues. Et les postiers, ils tombent malades comme leurs clients et les usagers. Et quand vous avez énormément de petits bureaux de poste qui sont exploités par une seule personne, eh bien, quand le titulaire tombe malade, on peut le remplacer. Mais quand il y a une vraie vague de Covid, on les mesure. C'est très, très compliqué. Et par exemple, en ce moment même, moi, je peux vous dire qu'il y a énormément de facteurs, d'une part, et de chargés de clientèle qui sont malades. On sent nous-mêmes, dans notre entreprise, l'effet de la recrudescence de la pandémie. Nous sommes toujours à l'écoute des élus et des usagers. Vous avez parlé justement, monsieur le député, de l'usage d'intérimaires. C'est vrai que depuis 2020, nous avons sensiblement accru le nombre d'intérimaires, mais vous comprenez bien pourquoi. Pour remplacer des malades. Dans un métier qui est un métier dont les volumes ont été divisés par 3. Vous voyez bien que s'il y a des malades, vous n'allez pas embaucher des CDI. Donc, il y a un effet conjoncturel lié à la pandémie. Quant aux cas difficiles dont vous avez parlé, on est toujours prêt à essayer de les résoudre, monsieur le député. Merci beaucoup. Madame Chikirou pour LFI. S'il vous plaît, merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Philippe Val, bonjour. Vous êtes à la hauteur de votre réputation. Vous avez même réussi à décourager Monsieur Gasparian de vous couper la parole avec le temps imparti. Donc, je vous admire ce matin. D'ailleurs, il va être très souple avec nous aujourd'hui. C'est vrai, voilà. C'est pas facile, vous êtes le premier. Voilà. Bon, vous savez que la loi de 90 prévoit qu'en plus de sa mission de service public, la Poste contribue donc à l'aménagement du territoire à travers son réseau de points contact. En contrepartie de ces missions de service public, l'État compense. Il y a donc une compensation financière qui passe par de l'allègement fiscal, d'ailleurs, sur la fiscalité territoriale.
Vous nous avez présenté la situation d'un groupe, on peut dire, qui a l'air de fonctionner sur un certain nombre de ses activités. Tout est discutable. Mais sur l'activité d'aménagement de territoire, enfin, c'est qui n'est pas une activité, sur la mission d'aménagement de territoire, donc sur l'activité postale, mes collègues ont souligné les problèmes que vous rencontrez, qui sont considérables. Vous-même avez fait référence à ces problèmes. On n'a pas tout à fait évoqué, mais on y a fait allusion à la diminution des emplois depuis 10 ans. Considérable, 7 à 8 000 emplois supprimés à la Poste depuis 10 ans. Vous n'avez pas parlé des gens qui, chez vous, se suicident à cause de leurs conditions de travail. Ce serait bien d'en parler. 30 à 50 personnes par an depuis 3 ans notamment. C'est quand même un cas très grave. Vous n'avez pas parlé du recours à la sous-traitance. Et dans le recours à la sous-traitance, hier, on avait devant l'Assemblée nationale des personnes sans papier qui sont, et vous le savez, vous n'ignorez pas cette situation. Donc, vous avez quand même cette stratégie que vous développez, cette avancée à marche forcée, d'une certaine façon, vers la transformation de la Poste, à un coût humain et social considérable, notamment parce que dans votre mission d'aménagement du territoire, et là je vais revenir sur les points de contact, il y a une différence, une inégalité qui, selon moi, met en cause l'effectivité de votre mission et votre réussite dans l'application de la mission de service public. Quand dans certains points, vous avez 400 services offerts, dans d'autres seulement 40, moi je vous pose la question, ne pensez-vous pas que c'est parce que vous offrez moins de services dans des points que vous avez moins de fréquentation? Et plutôt que de dire les gens ne viennent plus, donc on numérise, de vous dire c'est parce qu'on offre moins de services, parce qu'on ne respecte pas la nécessité d'égalité de traitement entre les usagers, on finit par les décourager de venir et finalement par ne pas répondre à leurs besoins. C'était ma première question, mais mes collègues en poseront d'autres. Je vous laisse le temps de la réponse. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci, Madame la députée. Moi j'ai vu 3 questions dans votre question. La première question, c'est l'aménagement du territoire et la compensation. Il y a une compensation qui est la moitié du coût que ça représente pour la Poste. Je vous remercie de cette compensation. Mais l'ARCEP, c'est pas moi qui le dis, hein, l'ARCEP nous dit que la mission d'aménagement du territoire nous coûte 348 et que nous recevons 174. Merci de ce soutien, mais ça vous montre que nous sommes sous-compensés, ce que d'ailleurs souligne la Commission européenne. Nous nous efforçons sur ce sujet-là, et vous touchez, Madame la députée, un vrai problème qui relève de la poule et de l'œuf. Nous, postières et postiers, nous estimons toujours que l'aménagement des horaires ou la transformation des bureaux de poste est la conséquence de la fréquentation. Comme vous l'avez vu, Madame la députée, j'exprime la volonté des postières et des postiers de nous développer. Nous développer, c'est maintenir des emplois et ouvrir nos commerces. Mais nous sommes face à des changements sociologiques. Et donc, nous tirons les conséquences de la baisse de fréquentation de tous les lieux physiques. Nous ne la devançons jamais et nous essayons d'être présents partout sur les territoires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez parlé de situation sur la baisse des emplois, vous avez évoqué sous-traitance et suicide, et je ne suis jamais dans le déni de la réalité parce que pour résoudre les problèmes, il faut les poser. La baisse des emplois, Madame la députée, quand vous voyez vos flux d'affaires, les volumes du courrier divisés par 3, c'est difficile pour une entreprise de créer des emplois quand il y a 3 fois moins de travail, car c'est ça le sujet. Donc, évidemment, les emplois ont baissé. Deuxièmement, les suicides. Je n'ai pas de connaissance de problèmes de suicide dans la période récente. Il y en a eu en 2012, il y en a eu en 2016. C'est chaque fois un drame personnel. Et nous ne faisons pas la comptabilité des suicides chaque année parce que compter, c'est banalisé. Nos managers sont au soutien des postières et des postiers quand il y a de telles situations. Enfin, Merci. Monsieur le Président, vous aurez l'occasion de répondre sur les autres points, mais là, on dépasse les 5 minutes et il faut quand même que je garde le timing. La parole est à Madame Virginie Duby-Muller du groupe LR. La présentation de votre groupe et de votre stratégie, le modèle économique de la Poste a connu de profondes mutations ces dernières années avec l'essor du numérique et la baisse des volumes de courrier passant de 7,3 milliards de plis en 2021 contre 13,7 milliards en 2013.
passant finalement sous la barre des 20% de votre activité totale. La livraison de colis est aujourd'hui votre principal relais de croissance, conséquence de la forte hausse du e-commerce et de la digitalisation de la société. Et toutes ces modifications ont eu pour corollaire une accélération de la fermeture des bureaux de poste qui a été confirmée par votre plan stratégique La Poste 2030 engagé pour vous. Il reste, selon la CGT, environ 5300 bureaux de poste dits de plein exercice, alors qu'ils étaient encore 8414 en 2017. Et ce nouveau plan prévoit d'en fermer la moitié d'ici 2025 au plus tard. 404 bureaux qui ont été fermés entre début 2016 et début 2017. Pour la Poste, la fermeture de certains bureaux est compensée par des relais et agences postales. Toutefois, les transferts de compétences aux agences postales communales représentent des charges supplémentaires pour les communes qui souhaitent conserver un service public de proximité. En outre, les relais postaux commerçants ne garantissent absolument pas la confidentialité parfois nécessaire aux correspondances écrites. Aussi, Monsieur le Président Directeur Général, qu'envisagez-vous de mettre en œuvre pour garantir la qualité de service public, qualité qui s'étiole déjà puisque de nombreux usagers de ma circonscription font face à des difficultés ou des erreurs de distribution qui peuvent leur être fortement préjudiciables. En effet, ne pas recevoir en temps et en heure un courrier envoyé par recommandé peut être lourd de conséquences. Et il s'agit donc d'une véritable préoccupation pour nos concitoyens, notamment en zone rurale. Et d'ailleurs, pour nos concitoyens, cela est parfois ressenti comme un sentiment d'abandon. En matière de gouvernance, vous avez évoqué l'AMF. Et aujourd'hui, les élus de l'AMF réclament justement l'élection d'un vice-président dans les commissions départementales de présence postale territoriale et la conservation du pouvoir de veto des maires lors d'un projet de transformation d'un bureau de poste. Que pensez-vous de cette proposition? Merci. Monsieur le Président. Madame la députée, je ne vais pas pouvoir répondre à cette dernière question parce qu'on est en train de la négocier avec David Lisnard, André Léniel et les équipes de l'AMF. Donc, je vais pas. On doit d'abord discuter avec eux. Par contre, je reconnais bien ces tensions et je vous ai dit moi-même dans mon introduction à quel point les commissions départementales de présence postale territoriale sont clés pour les postières, les postiers et la Poste. C'est absolument fondamental. Il n'y a pas, je suis très ferme là-dessus, de projet de fermer ou de transformer, nous disons transformer, la moitié des bureaux de poste d'ici 2025. Je ne sais pas d'où on a sorti ça. Je comprends le rôle dans la négociation interne à l'entreprise que ça peut jouer, mais il n'y a pas un tel projet. Il n'y a pas un tel projet. Sur les 404 qui ont été transformés, Madame la députée, ils l'ont été avec l'accord des maires. Je le redis, ils l'ont été avec l'accord des maires. Car sur plus de 94% des communes, le maire a un droit de veto. Ça veut donc dire que quand on veut transformer un bureau de poste, ce qui nous arrive à cause de la fréquentation, commence une phase de discussion avec le maire. Et si le maire ne veut pas, on ne transforme pas. Voilà. Ça ne veut pas dire, non mais pour être dans ce qui se passe réellement, ça ne veut pas dire qu'on laisse les mêmes horaires. Mais en tout cas, nous n'avons pas le pouvoir de transformer un bureau si le maire s'y oppose. Et ce droit de veto nous paraît essentiel. Il nous paraît essentiel pour avoir le soutien des maires, puisqu'on le négocie avec lui. Et il nous paraît essentiel aussi pour que ce soit partagé avec la population. Donc, nous avons ça en tête sur la présence postale. Et vous avez vu à quel point nous étions attachés au pouvoir des élus dans chacune des commissions départementales, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Martineau, pour le groupe MoDem. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Directeur Général de La Poste. Avec mon groupe démocrate MoDem, je souhaite aborder les craintes liées justement à la désertification rurale. Si j'entends bien que les volumes de courrier sont en baisse, en revanche, ceux des colis postaux sont en hausse avec le développement justement du e-commerce. Se pose la question, qui n'est pas nouvelle, de la présence des bureaux de poste et centres de tri sur l'ensemble du territoire et en particulier dans les zones rurales. Nos petites villes et nos petits villages sont bien souvent éloignés les uns des autres. Il n'est pas rare dans nos campagnes de faire plus d'une douzaine de kilomètres pour justement aller poster un colis, une enveloppe ou acheter des timbres. La récente fermeture d'un centre de tri dans ma circonscription pour le déplacer à 16 km, soit 19 minutes de route, ne s'est pas passé sans remous, justement. En effet, ce centre de tri, sans concertation avec la municipalité, sans information, alors que la labellisation en tant que maison de service public était obtenue,
et donc justement fermeture des services de la Poste. Maintenant, les horaires d'ouverture sont limités à 12 heures par semaine en transformant ce centre de tri en agence postale communale qui ne répond pas du tout aux attentes des concitoyens. Je comprends bien sûr la nécessité de centraliser les opérations de tri dans une logique d'efficacité et d'économie, mais les zones rurales sont souvent peuplées de personnes âgées pour lesquelles il n'est pas facile de changer les habitudes et de se déplacer. Au-delà, cela participe aussi au sentiment de déclassement de ces habitants dans les territoires ruraux et de traitement différencié. Monsieur le Président Directeur Général, quelles sont les stratégies mises en place par la Poste, même si vous y avez répondu un petit peu partiellement auparavant, pour maintenir justement la présence sur le territoire, cette présence qui est très importante dans nos campagnes? Et pouvez-vous aussi nous dire quelles procédures pourraient être mises en place pour associer davantage nos élus, nos maires, dans les décisions relatives aux agences et aux centres de tri dans les zones rurales? Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président. Monsieur le député, vous avez évoqué deux choses différentes. Le centre de tri, qui est la distribution du colis et du courrier, et le bureau de poste. Ce qui est couvert par notre engagement d'aménagement du territoire, c'est le bureau de poste, et la procédure, elle est connue. Madame la députée, vous précédant à parler de la négociation que nous avons avec l'AMF, il y a un droit de veto des maires dans les zones d'aménagement du territoire. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus parce que c'est quelque chose qui nous pousse à négocier et à trouver une solution. Le centre de tri, c'est un autre sujet et je n'ai pas peur de partager les éléments avec vous. Il y a 10 ans, il y avait 110 centres de tri en France pour distribuer nos 18 milliards de courriers. Là, aujourd'hui, il en reste 26, mais parce qu'on a le tiers des volumes. Donc, cette fermeture des centres de tri, elle est logique avec la production. C'est la base de l'industrie. S'il y a moins de voitures produites, il y a moins d'usines qui fabriquent des voitures. Le point clé, c'est comme toujours, et vous m'avez parlé d'une procédure de dialogue, c'est le dialogue avec les élus. Et ce que nos responsables locaux savent, dans le cadre des bureaux de poste, c'est encadré par les commissions départementales de présence postale territoriale. Dans le domaine du courrier, ça doit se jouer avec les élus. Donc je considère que la consultation des élus est quelque chose d'absolument fondamental. Vous avez glissé le fait que nous bénéficions du colis, vous avez raison, mais je vous redonne les éléments de l'équation. Nous perdons chaque année 600 millions d'euros de chiffre d'affaires liés au courrier. Le colis en France ne nous en fournit que 200. C'est-à-dire que le colis, c'est moins rentable et ça ne compense pas ce que nous perdons sur le courrier. Il faut l'avoir en tête. Et quand j'ai des discussions, et de ce point de vue, la qualité des questions que vous me posez le montre, quand j'ai des discussions avec des postiers qui me disent « Pourquoi on n'a pas une prime colis ?» On n'a pas de prime colis parce que ce qu'on a perdu sur la lettre n'est pas compensé par ce que nous gagnons sur le colis. C'est ça la difficulté de la situation. Vous le voyez ? Et donc, moi, je pense que la bonne solution localement, c'est le dialogue avec les élus. Et s'il y a un sujet particulier sur la Sarthe, on en parle. Parce que, comme je l'ai dit depuis le début, ça se règle localement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame Marie-Noëlle Battistel pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président directeur général de la Poste. L'actualité de la Poste, c'est le timbre rouge. On entend évidemment beaucoup parler. Derrière la fin du timbre rouge, c'est une mutation de la Poste qui est engagée et vous nous l'avez expliqué. Le timbre rouge est aussi tout un symbole en France. Cette décision est la conséquence de la chute importante du courrier, vous l'avez dit, et donc du déficit accru de la Poste. Par contre, vous percevez une dotation budgétaire annuelle de 520 millions d'euros via la Caisse des dépôts pour compenser ce déficit. Pouvez-vous nous dire que représente cette compensation par rapport au déficit constaté ? Dans votre réforme, vous y voyez une stratégie d'adaptation et de modernité, de réduction du CO2. Les syndicats y voient une opération purement économique et un prétexte à supprimer des postes. Une prévision de 20 000 postes de facteurs menacés. Pouvez-vous nous dire si c'est une réalité et comment vous envisagez cela ? Le remplacement par le courrier numérique
Vous le savez, les personnes qui utilisent les lettres sont souvent celles qui sont en rupture numérique, celles qui sont les plus éloignées dans les territoires ruraux et qui donc n'auront pas accès à ce nouveau modèle. Donc c'est une question de lien social. Vous savez combien il est important la venue du facteur en milieu rural, notamment pour les personnes âgées. Et tous les 3 jours, c'est moins bien que tous les jours. Quid des personnes abonnées à la presse locale ? Est-ce que le facteur viendra tout de même tous les jours? Et concernant l'acheminement du courrier, quel est le mode de transport utilisé majoritairement? Quand on parle de décarbonation, pouvez-vous nous dire la proportion du mode de transport utilisé? L'avion, le rail, la voiture, le vélo. Je vous remercie. Merci, Madame la Monsieur députée, le Président. ça fait beaucoup de questions en une. Alors, d'abord sur le timbre rouge, mais sur le timbre rouge, il reste un timbre rouge. Simplement, la livraison se fait par le facteur et l'envoi est hybride, il se fait numériquement, ou pour une personne âgée, il peut se faire dans un bureau de poste. Donc, il reste un timbre rouge, je veux le redire. Pourquoi est-ce que nous sommes passés au timbre rouge hybride? Je le partage avec vous, les choses sont sur la table. 4,5 milliards de lettres rouges il y a 12 ans. 4,5 milliards. Cette année, en 2022, 314 millions. Ça diminue de 60 millions par an. Vous voyez bien que dans 5 ans, et c'est évidemment des informations que nous avons partagées avec nos syndicats, dans 5 ans, il n'y a plus de lettres rouges. Ça diminue de 60 par an, on en a 314, on vient de 4 milliards. Eh bien, on a réuni tout le monde et on a dit comment on vit sans le timbre rouge. C'est la réalité. Par contre, Madame la députée, notre modèle, et c'est différent des autres pays, c'est que le facteur passe 6 jours sur 7. Et la preuve de ça, c'est que si vous souhaitez envoyer une lettre recommandée ou si vous souhaitez envoyer un colis, vous pouvez les déposer. Vous le savez, la Poste française a été la première à créer ce service dans votre boîte aux lettres et le facteur passera la chercher 6 jours sur 7. Donc, contrairement à l'Italie, dans le rural, nous ne passons pas 1 jour sur 2. Contrairement aux Pays-Bas, nous ne passons pas 4 jours sur 7. Nous passons 6 jours sur 7. Et Madame la députée, vous m'avez entendu dans l'avenir de la Poste parler de l'aller vers et de la nécessité du lien social. Nous le faisons et nous luttons évidemment contre l'exclusion numérique. Enfin, sur la compensation dont vous avez parlé, elle est bien de 520 millions d'euros et c'est vous qui la votez. Donc je veux vous en remercier. Ça ne passe pas par la Caisse des dépôts. On perd plus d'argent que ça, mais ça nous en compense une partie. Pour remettre les chiffres au clair, les missions de service public de la Poste coûtent 1,5 milliard à la Poste chaque année. Les compensations que vous votez, mesdames et messieurs les parlementaires, se montent à un peu plus d'1 milliard. Faites la différence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous passons donc à Thierry Benoît du groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général, j'ai envie de commencer en disant que la Poste, c'est une entreprise que les Français aiment. C'est une entreprise qu'on aime. C'est l'histoire de notre pays. On aime particulièrement nos facteurs, les postiers. Le premier enjeu, ça a été souligné par plusieurs parlementaires. À mon avis, dans les défis qui sont les vôtres, c'est le maillage et c'est la présence du service aux côtés donc de nos concitoyens. Et le meilleur outil pour assurer ce maillage et cette présence équitablement répartie, c'est le rôle et le travail des commissions départementales de présence postale. C'est-à-dire, c'est le dialogue ininterrompu entre les responsables de la grande maison qu'est la Poste et nos élus locaux, notamment les maires. Ce travail doit être poursuivi et approfondi. Le deuxième sujet, le deuxième enjeu, c'est la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire qu'il faut que dans votre entreprise, les ressources se sentent bien et qu'au gré des mutations, des évolutions, voire des révolutions, comme la révolution numérique, eh bien que le personnel ait la capacité à rebondir, à s'adapter. J'ai en face de moi une collègue parlementaire de Bretagne, du Finistère, Anaïg Lemeur, et on se disait, chez nous, dans l'Ouest, en Bretagne, globalement, il n'y a pas trop de turnover. On connaît nos postiers, on connaît nos facteurs, on connaît les personnels qui travaillent dans les agences bancaires de la Poste, globalement.
Et je pense que l'enjeu du CDI, c'est-à-dire du contrat à durée indéterminée, qui permet de stabiliser les personnes dans leurs fonctions et dans l'entreprise, c'est quelque chose de capital. Et le dernier point, vous avez évoqué un mot, la confiance. Et je pense qu'en effet, tout repose là-dessus. Et comme aujourd'hui, on est en train de construire depuis une vingtaine d'années une société dématérialisée où la présence des relations modernes via les mails, enfin, le numérique globalement, c'est quelque chose pour une partie de la population qui pose des questions parce que certains sont très éloignés des questions du numérique. Est-ce que la Poste, sur la notion de service, vous avez parlé du portage de repas, des services de proximité à domicile, est-ce qu'il y a un volet numérique à l'image un petit peu de ce que fait l'État avec la présence de France Service pour permettre l'accès et une appropriation de l'outil numérique? Merci. Merci. Monsieur le Président. Monsieur le député, oui, d'abord, nous accueillons dans 300 cas des maisons France Service chez nous, dans le bureau de poste. Premier point. Deuxième point, je reviens à la négociation avec les maires de France, avec l'AMF. L'un des enjeux, lorsque nous n'accueillons pas la maison de France Service dans un petit village, c'est de mutualiser avec les maires. Donc, dans la négociation avec l'AMF, en ce moment, se joue la mutualisation, qui est bien la preuve du fait qu'on veut jouer avec les élus. Évidemment, nos postières et nos postiers sont les meilleurs vecteurs pour lutter contre l'exclusion numérique. Pourquoi ? Mais parce qu'eux-mêmes ont joué l'appropriation du numérique. Je rappelle qu'il y a 12 ans, les factrices et les facteurs avaient des carnets à souche carbone. Et nous les avons fait passer au numérique. Ayant passé au numérique, ils sont dans la meilleure situation pour jouer ce rôle. C'est ceux qui le font de manière informelle, directement avec les personnes âgées. C'est ceux qui le font de manière formelle lorsque nous avons des conseillers numériques dans le cadre du plan du gouvernement. Donc, nous sommes très favorables à ça. Et je vous rappelle, de revenir sur ce que je vous ai dit sur l'un des 2 nouveaux métiers que nous voulons développer en parallèle des outils numériques, qui est l'aller vers. L'aller vers, c'est livrer des médicaments, c'est avoir les fameuses visites de lien social, et c'est aussi l'éducation numérique de la population, de la multitude, et les postières et les postiers y sont prêts. Monsieur le député, s'il y a des nouvelles missions, il faut les financer. Merci beaucoup. Madame Lahernous, groupe écologiste. Oui, je dois avouer l'incompréhension du groupe écologiste face à des nombreux points de votre stratégie de développement qui est pourtant censée répondre aux besoins de celles et ceux dont le seul patrimoine est le service public. D'abord, en termes de maillage territorial, nous l'avons évoqué, pour prendre l'exemple de ma seule circonscription, sur 9 communes, 5 d'entre elles ont subi des fermetures de bureaux de poste ces dernières années, et ce malgré la forte mobilisation des citoyens et des élus locaux. Il y a eu des manifestations en présence des maires et aussi des diminutions dans certaines communes des horaires jusqu'à portion congrue, forçant la fermeture in fine du bureau de poste. Maintenant, si on se descend de ma circonscription, on constate que le problème est bien systémique et vous l'avez confirmé. Alors oui, les territoires prennent le relais, notamment les commerçants et les municipalités, mais ce n'est pas sans conséquence. La qualité du service public n'est plus la même et un commerçant ne peut pas réaliser le même rôle de conseil et d'accompagnement qu'un salarié de la Poste. Cette situation est d'autant plus incompréhensible qu'il y a 1 an, le gouvernement s'est engagé à injecter annuellement 500 millions d'euros pour vous permettre de poursuivre l'exercice de vos missions de service public. Or, aujourd'hui, la situation continue de se dégrader en milieu rural et urbain. Alors, comment expliquez-vous cette stratégie et ces fermetures en cascade des bureaux de poste ? Ensuite, le sujet a été évoqué de la dématérialisation des services et des modes de paiement. Là encore, ça déstabilise bon nombre de nos concitoyens. Enfin, j'aimerais finir sur un mot sur le personnel. Actuellement, la politique du chiffre mise en place provoque une perte de sens importante, à la fois pour les anciens salariés, qui voient leur mission fortement se dégrader, mais aussi pour les nouveaux, qui cumulent des contrats en intérim ou en CDD. Le nombre d'arrêts maladie est quasiment 2 fois supérieur à la moyenne des entreprises de plus de 50 salariés, et vous avez recours à 3 quarts des livreurs sont des sous-traitants. Ce n'est pas conjoncturel, c'est bien un choix de l'entreprise. À Nantes, par exemple, la Poste a été condamnée en cassation à verser 1,3 million d'euros d'indemnités à des ex-salariés pour cumul abusif des contrats précaires.
En travaillant pour la Poste, le sentiment de participer à un service public n'est donc plus une évidence, bien au contraire. Alors, quel est l'impact de ces fermetures de bureaux sur les effectifs et les conditions de travail des salariés de la Poste, à l'heure où on le sait, les contraintes qui pèsent sur les activités de logistique? Comment comptez-vous lutter contre la précarisation des métiers de votre secteur? Et enfin, quelle évaluation qualitative de vos services auprès des usagers et du bien-être des salariés? Monsieur le Président. Madame la députée, d'abord sur la sous-traitance, pour être là encore dans la transparence à votre égard. Nous utilisons la sous-traitance quand c'est pour nous le moyen de tenir face à la concurrence. Je prends un exemple pas au hasard. Vous connaissez tous et vous faites appel sans doute de temps en temps à notre filiale Chronopost qui représente le haut de gamme, c'est-à-dire l'urgence, la livraison avant 10 h le matin. D'accord ? Si nos salariés, les salariés de Chronopost avaient un statut postal, l'entreprise ne survivrait pas. Donc, nous utilisons la sous-traitance systémiquement lorsque la concurrence nous y oblige. C'est la réalité. C'est la réalité. Et donc, la sous-traitance est liée au type de concurrence. C'est ça la première chose. La deuxième chose, si nous avons été condamnés par cumul abusif, ça veut dire que nous le méritions. Et cette entreprise n'est pas parfaite. Quand il y a des pépins, on les reconnaît. Et si on est condamné, on paye la condamnation. Ça ne me paraît pas faire de problème. On croit à la justice. Mais si on cherche à changer les choses, et Madame la députée, j'ai bien expliqué par rapport à la question qui m'a été posée tout à l'heure, le fait que la pandémie nous ait beaucoup gênés. Enfin, sur les fermetures, Madame la députée, sur les fermetures forcées de bureaux de poste dans le rural, là, je ne peux pas être d'accord avec vous. Le maire ou la maire ont un droit, mais même en urbain, ont un droit de veto. Elles ont un droit de veto. Alors, dans l'urbain, pardon, Madame la députée, dans l'urbain, c'est vrai, dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est-à-dire quand on est dans une zone d'aménagement du territoire qui peut exister à Nantes, à ce moment-là, la maire a un droit de veto. Dans l'urbain classique, non, il n'y a pas de droit de veto parce qu'il y a les flux et qu'il n'y a pas d'obligation particulière pour nous. Merci beaucoup. Monsieur le Président Chassaigne, pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général. Je voudrais revenir sur votre politique d'internationalisation qui n'a rien à voir avec le Comintern, la troisième internationale. Sur la banque postale, en 2013, acquisition de BPE, banque privée. En 2017, acquisition de KissKissBankBank. En 2018, partenariat de gestion d'actifs avec Aegon, AM et Malakoff Médéric. En 2019, lancement de MaFrench Bank. En 2020, rapprochement avec CNP Assurance. Et j'en passe peut-être. Donc, au niveau de la banque postale, banque assurance européenne, dites-vous, hein, la grande banque européenne, mais pour faire valoir que sur le terrain, c'est pas tout à fait ça. Il suffit d'en parler aux associations qui quittent la banque postale à grands pas parce que les frais des comptes leur coûtent trop. En ce qui concerne la Poste, 2016, achat de Probayes, spécialiste d'intelligence artificielle. 2019, achat du groupe Économie d'énergie, leader de l'efficacité énergétique en Europe. En 2020, BRT, le numéro 1 du transport express en Italie. Et je crois qu'après, il y a eu, si c'était confirmé, Hermès en Allemagne. Hein, est-ce que ça s'est confirmé avec Hermès en Allemagne? Peut-être pas. Donc, j'ai ce constat d'internationalisation, ce qui m'amène à poser deux questions qui ont un petit contenu de classe, bien évidemment. La première, cette internationalisation de vos activités, quelles sont les conséquences concrètes en termes de développement sur l'activité du groupe, sur notre territoire? Pourquoi? Deuxième question, cette architecture financière nouvelle fait qu'il y a une répartition des profits. Vous avez évidemment répondu à une question tout à l'heure sur l'intéressement, mais il y a le Grisby en plus de l'intéressement qui reste. Et quelle est cette répartition du profit auprès de vos différents actionnaires? Je vous remercie. Monsieur le Président. Merci, monsieur le député, de cette question sur l'internationalisation qui est très importante et dont nous faisons évidemment la pédagogie au sein de l'entreprise elle-même. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous faisons de l'internationalisation? Repartons de la réalité. Depuis 2013, l'entreprise a perdu 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 6 milliards de revenus. C'est ce qu'elle a perdu à cause de la baisse du courrier. Premier point.
L'internationalisation nous a permis d'aller chercher du chiffre d'affaires là où il était, c'est-à-dire en Europe et au-delà d'en Europe. Ça veut dire que grâce à ça, on a permis de compenser la perte de revenus. Quelle influence sur notre activité? Eh bien, ça veut dire que la Poste, au lieu de perdre 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en a gagné 10 et qu'elle peut maintenir son développement, payer ses salaires et assurer l'intéressement. Maintenant, sur le partage de la valeur, c'est très simple, monsieur le député. Nous n'avons que 2 actionnaires et tous les 2 sont publics. 66% des dividendes vont à la Caisse des dépôts, 34% vont à l'État. C'est tout. Il n'y a que 2 actionnaires. Et si quelqu'un s'enrichit du travail de la Poste, ce sont les salariés par le biais de l'intéressement, qui est de l'argent que les salariés peuvent toucher, d'autant que vous en avez élargi la capacité de mobilisation, et les autres, c'est des entités publiques, la Caisse des dépôts et l'État. Enfin, monsieur le député, je veux insister sur le comportement de nos 2 actionnaires. D'abord, leur soutien de notre plan de développement. Et je veux, devant vous, les en remercier, nos 2 actionnaires publics. La deuxième chose, c'est l'année dernière, nous avons eu un résultat net comptable de 2 milliards, mais la réalité économique, c'est qu'on n'en a gagné qu'un, parce qu'il y avait des effets comptables. Nos actionnaires ont accepté, c'est un comportement d'actionnaire public, ça, de ne toucher un dividende en cash que sur 1 milliard, et sur le reste, on a payé en actions de la Poste, c'est-à-dire avec notre propre monnaie. Nous sommes donc bien une entreprise publique. Merci beaucoup. Monsieur Molac, groupe Lyot. C'est moi qui le... Monsieur Mathiasin, allez-y. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Président Directeur Général. Ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons sur un sujet récurrent. J'imagine, enfin, je dirais en préambule que ce n'est pas facile de restructurer ou de garder, en tout cas, vivante une société en pleine mutation comme la Poste. Nous sommes parfaitement conscients, au groupe Lyot en tout cas, des difficultés et nous ne pouvons que souhaiter que le service public soit rempli de façon optimum face aux mutations pour notre population. Monsieur le Président, je reviens vers vous, puisqu'il y a à peu près un mois, nous nous sommes rencontrés. Et je vous avais soumis à vous-même et à vos collaborateurs le cas de nos concitoyens ultramarins qui payent des sommes exorbitantes pour faire venir leurs colis ou pour retirer leurs colis venant de l'Hexagone. Il semble que ces prix si élevés sont du fait que, depuis qu'elle a en charge les frais de douane, la Poste applique une politique tarifaire qui ne l'était pas auparavant. Mais le résultat est que le prix des colis postaux sont devenus prohibitifs pour nos concitoyens, déjà gravement affectés par l'inflation, la vie chère dans nos territoires ultramarins. Il n'est pas rare que le coût du colis dépasse le coût des frais de retrait de ces colis pour simplement entrer en possession de son bien, si je puis dire, dépasse largement la valeur du contenu de ces colis. Le Sénat a fait adopter une mesure sur le projet de loi de finances 2023 permettant une exonération des frais de douane pour les colis non commerciaux d'une valeur inférieure à 400 €. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui si cette mesure sera confirmée et pérenne? Car nos concitoyens d'outre-mer ont droit au respect du principe de continuité territoriale et doivent pouvoir faire venir les produits de l'Hexagone à des tarifs abordables. Monsieur le Président. Monsieur le député, merci beaucoup de cette question. Je veux le redire simplement. La Poste applique la loi. Si vous confirmez à l'Assemblée nationale, la règle d'exonération des colis en dessous d'une valeur de 400 €, on appliquera cette règle. Vous l'avez vous-même fait remarquer, monsieur le député, nous percevons la TVA parce que vous nous demandez de percevoir la TVA. Nous prélevons un droit d'octroi parce que vous votez le fait que nous avons le droit d'octroi à prélever. Et nous avons prélevé des frais de douane, non pas parce que nous-mêmes avons pris l'initiative, mais parce que le Parlement et le gouvernement nous l'ont demandé. Donc,
l'une des solutions, évidemment, pour alléger le fardeau du coût du transport, c'est qu'il y ait une exonération pour les colis les moins chers, en dessous de 400 €. Donc, si cette règle votée par le Sénat était reprise par votre Assemblée et devenait la loi de la République, la Poste la mettrait en œuvre le lendemain. Nous ne faisons qu'appliquer les règles fiscales et douanières que vous nous avez assignées. Voilà ce que je peux dire. Et on essaye de le faire avec tact et avec le savoir-faire des postières et des postiers des territoires ultramarins, où nous sommes la première entreprise par le nombre d'emplois sur la totalité du périmètre ultramarin. Bien, merci beaucoup, monsieur. Je pense que l'ensemble... Allez-y, vous avez du temps, oui. Pardon, excusez-moi, monsieur. Allez-y, vous avez du temps, monsieur Mathiezin, il restait quelques secondes. Donc, j'espère que l'ensemble de nos collègues qui sont là, sensibles à cette problématique de continuité territoriale pour nos concitoyens ultramarins et à ce principe d'équité, d'égalité et d'équité, vont nous soutenir dans la démarche que nous allons entreprendre à ce propos. Merci. Très bien, merci beaucoup. Je vais donc passer aux questions individuelles des députés. Cette fois-ci, je vais vraiment tenir le chrono parce que vous êtes très nombreux à vouloir poser des questions. Donc si vous ne l'avez pas encore fait savoir, n'hésitez pas à lever la main et Thierry va m'aider à noter les demandes de prise de parole. Et donc 1 minute par question. Monsieur le Président, je prends toutes les questions dans la foulée et vous répondez à la totalité des questions. On commence tout de suite par monsieur Tivoli. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur Philippe Wahl. En 2010, la Poste devenait une société anonyme à capitaux publics pour se conformer aux règles européennes de la concurrence, avec 74% de son capital détenu par l'État et 26% par la Caisse des dépôts et consignations. Le 4 mars 2020, la CDC devenait l'actionnaire majoritaire du groupe La Poste. En clair, la CDC contrôle désormais La Poste et bien qu'elle émane de l'État, la CDC fonctionne en cherchant toujours à maximiser ses profits. En 2019, La Poste annonçait un bénéfice en hausse de 822 millions d'euros, mais la CDC vise le double d'ici 2030 sans pour autant avoir une stratégie de maintien du service public. Plus le temps avance, moins nous trouvons de bureaux de poste dans la ruralité. Que reste-t-il de la mission de service public de La Poste et notamment de son implantation dans la ruralité, de sa proximité avec nos concitoyens et quelles sont les actions en faveur des salariés de La Poste pour leur pouvoir d'achat? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Gaillard. Monsieur le Président, Directeur Général, comme vous le savez, les Réunionnaises et les Réunionnais sont en colère. Depuis le 1er juin 2022, La Poste applique des taxes exorbitantes à la réception des colis postaux. Dans le sens Réunion-Hexagone, les colis sont taxés dès que leur valeur dépasse 45 €, quand ils le sont à partir de 205 € dans l'autre sens. Pourquoi une telle différence ? Par ailleurs, sur le plan douanier, la Réunion n'est pas considérée comme un département français, ni même comme faisant partie de l'Union européenne. Nous sommes classés dans la catégorie territoire tiers, comme la Chine et la Russie. C'est insupportable pour nous. Sommes-nous des Français à part entière ou entièrement à part ? 3400 colis sont envoyés en moyenne par jour, des millions par an. Des paquets pour nous-mêmes et nos proches, le plus souvent des cadeaux faits à la famille. En cette fin d'année, les prix vont encore grimper, alors qu'un important flux de colis est attendu. Monsieur le Président, êtes-vous prêt à mettre en place une véritable continuité territoriale postale pour les Outre-mer? La Poste ne doit pas faire des bénéfices sur le dos des familles réunionnaises, mais bien assurer une mission de service public pour l'ensemble des citoyens français. Je vous remercie. Merci. Monsieur Dive. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous étiez au Salon des maires dernièrement. Sur votre site internet, vous vous déclarez comme le premier partenaire des collectivités. C'est sans doute vrai. Sauf que les collectivités aujourd'hui sont confrontées à des coûts énergétiques importants qui alourdissent considérablement leur budget, qui obligent de fait certaines collectivités à reporter même les votes des budgets, à devoir faire avec un dispositif qui n'accompagne pas de la même manière les collectivités que sont protégées les entreprises ou les particuliers. Évidemment, lorsqu'une collectivité se tourne vers vous, c'est pour mener des projets d'investissement qui sont peut-être, pour certaines d'entre elles, remis en cause. J'aimerais savoir comment vous comptez, dans ce contexte, accompagner les collectivités, quels dispositifs vous mettez en place dans ces accompagnements. Merci. Madame Chikirou. Écoutez, j'avais plein de questions encore sur le numérique, etc. Mais en réalité, je vais réagir à vos réponses, monsieur le PDG de La Poste, parce que en réalité, je suis en train de me dire, quand vous êtes arrivé à la tête de La Poste il y a un peu plus de 10 ans, vous aviez quand même en tête que vous arriviez à la tête de la maison postale de la France. On fait du courrier à La Poste.
C'était la base. On ne faisait pas de la banque, on ne faisait pas des affaires, on ne faisait pas du business, on faisait du courrier. C'était le cœur de métier de cette entreprise. Donc ma question est très simple. Vous nous dites on perd de l'argent avec le courrier. C'est peut-être de votre faute en fait. Depuis 10 ans, vous gérez mal cette entreprise. Tout le monde se plaint ici. La Commission supérieure du numérique et de la Poste vous a déjà alerté en 2021. Ça ne va pas. Les élus ne sont pas contents. La représentation nationale n'est pas contente. Les usagers ne sont pas contents. Ce n'est pas votre faute. Il y a des suicidés à la Poste, on ne les compte pas. Il y a des gens qui vont mal à la Poste, ce n'est pas votre problème. Des sous-traitants avec des sans-papiers, ce n'est pas votre problème. Vraiment, monsieur, je vous pose la question, est-ce que vous vous remettez en cause et quel regard vous portez sur les 10 années qui viennent de passer? Monsieur Travers. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la Poste fait face à des mutations sans précédent. Vous l'avez rappelé avec la baisse du trafic courrier, l'ère du numérique, le trafic colis qui est en augmentation. Mais face à cela, vous devez aussi trouver les voies d'une organisation interne qui respecte la qualité du dialogue social. Et je sais, vous y êtes attaché. Après le vote définitif de la loi vous permettant de mettre en place les CSE au sein du groupe La Poste, pouvez-vous nous dire aujourd'hui comment allez-vous conduire cette concertation au cours de l'année 2023. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Lopez-Ligori. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Wall, je voulais vous féliciter pour l'annonce du cloud souverain Numpost. Aujourd'hui, en France, vous avez Microsoft qui s'allie avec Orange, Google avec Thales, Amazon avec Atos, qui veulent faire des clouds souverains, des clouds de confiance dont personne n'a confiance. Et donc, enfin, on a un Français qui semble se lancer dans un cloud qui sera vraiment souverain et qui sera vraiment de confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, par contre, vous pouvez nous assurer qu'aucune entreprise étrangère pouvant tomber sous le coup d'extraterritorialité du droit US ne sera jamais associée à votre solution Numpost? Et deuxième chose, est-ce que vous, aujourd'hui, votre solution, vous pensez qu'elle pourrait remplacer demain, par exemple, la solution de Microsoft dans le Health Data Hub? Merci. Merci, Monsieur Bouix. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général, en janvier dernier, je vous alertais sur la situation de plusieurs communes touristiques et attractives de ma circonscription qui voient aujourd'hui une réduction des horaires d'ouverture de leurs bureaux de poste et craignent à terme la fermeture de ceux-ci. J'ai sous les yeux le courrier par lequel vous m'avez répondu et dans lequel vous justifiez les fermetures intempestives par des absences d'agents liées à la crise du Covid-19. Et dans le même temps, vous mettez en avant le chiffre de la fréquentation de l'année 2021 pour justifier la réduction de ces horaires, ce qui, par ailleurs, ne paraît pas être une base statistique solide, le Covid ne pouvant être à la fois une excuse et une justification. À l'heure où l'État investit massivement dans les petites centralités et la proximité, ainsi que la mobilité, qui deviennent des enjeux essentiels pour nos citoyens et particulièrement pour nos aînés, je m'étonne que le groupe La Poste n'accompagne pas cette dynamique. Dans quelle mesure, Monsieur le Président directeur général, comptez-vous répondre aux inquiétudes de ces élus? Merci beaucoup. Monsieur Roland. Merci, Monsieur le Président. Merci également au Président directeur général pour votre intervention. La Poste est une véritable institution pour nos compatriotes. À ce titre, je salue le récent partenariat signé il y a maintenant un peu plus d'un mois entre votre groupe et la Confédération des buralistes, qui elle-même regroupe plus de 20 000 membres dans notre pays. C'est une bonne nouvelle qui va permettre de maintenir une offre dans des territoires parfois difficiles d'accès. Et je sais pourquoi j'ai plus de micro. Je sais de quoi je parle en étant député savoyard. Sur ce point, j'attire toutefois votre attention afin que cet accord ne devienne pas une règle commune et une raison de nombreuses fermetures, laissant ainsi nos communes sans solution. Pouvez-vous prendre des engagements à notre endroit? Merci beaucoup. Madame Morel. Merci Monsieur le Président directeur général. Petite fille de facteur, ma question porte naturellement sur votre métier traditionnel et le rôle essentiel joué par nos facteurs et nos factrices dans notre pays, et plus particulièrement auprès des personnes âgées. Aujourd'hui, force est de constater que beaucoup de personnes âgées, notamment dans les territoires ruraux, regrettent la fermeture de certains bureaux de poste, et n'ayant pas nécessairement accès à la 4G ou à un réseau couvert par la fibre, ils ne peuvent pas non plus correspondre de la manière dont ils le souhaitent, et cela les isole.
Ma question est double. Premièrement, je sais que vous développez des partenariats avec les maisons France Service, ce qui semble être une bonne idée pour mieux quadriller le territoire. Quel est l'état d'implantation de vos services dans ces maisons aujourd'hui ? Et deuxièmement, dans le cadre de la diversification des missions de vos facteurs et factrices, est-ce qu'une formation ou initiation au fonctionnement de vos services numériques est-il envisagée auprès de nos personnes âgées par vos facteurs, par vos factrices ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Botorel. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je souhaiterais vous interroger sur les moyens que la Poste met en œuvre pour lutter contre la pratique du refund, de plus en plus courante et de plus en plus organisée, qui consiste à arnaquer les entreprises en se faisant rembourser une commande, pourtant livrée et réceptionnée. Il existe même des groupes de discussion dédiés pour apprendre aux apprentis escrocs les astuces en la matière avec des modes opératoires qui évoluent en permanence. Pour les entreprises victimes, le préjudice est double puisqu'il recouvre la valeur du produit volé et le montant du remboursement effectué jusqu'à atteindre plusieurs millions d'euros. En bout de chaîne, ce sont inévitablement les consommateurs qui en font les frais. Les transporteurs, dont fait partie la Poste, ont semble-t-il un rôle à jouer pour endiguer ce phénomène croissant. Ainsi, un contrôle affiné du poids des colis pourrait-il constituer une piste intéressante ? Pourriez-vous nous partager les ambitions et actions de la Poste pour lutter contre ces arnaques au refund ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Vigier. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général, la Poste joue un rôle très important dans nos territoires ruraux, apportant, et vous le savez, un service de proximité. Et les agents du groupe La Poste jouent un rôle de lien social précieux et apprécié des habitants. Et je les félicite pour leur engagement et leur travail. Pourtant, le service postal en milieu rural suscite parfois des inquiétudes, avec des différences selon les lieux d'habitation, par exemple, en ce qui concerne le nombre de tournées, les délais d'approvisionnement et certains types d'envois, comme les colis. Parallèlement, je sais que la Poste a à cœur de développer son offre de services et d'aide à la personne, notamment le service de visite du facteur à domicile, qui est très important en milieu rural. Aussi, Monsieur le Président directeur général, comment voyez-vous à la fois la présence et les activités futures de la Poste en milieu rural pour garder ce lien social avec les habitants ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Laporte. Merci. Monsieur le Président, en juin dernier, l'Association des maires français s'inquiétait du fait que le groupe La Poste mettait en avant le fait que 653 bureaux de poste reçoivent moins de 30 visites par jour et 2784 agences postales communales moins de 5 visites. En effet, cette précision horlogère paraît préparer les esprits à un abandon de ces bureaux et agences que justifierait la baisse de leur fréquentation. Dans beaucoup de localités, la fermeture du bureau de poste n'a pas pu être compensée par l'ouverture d'une agence postale communale, laissant les habitants dans une situation d'accès très difficile aux services postaux. Monsieur Val, alors que vous insistez fréquemment sur la chute du nombre de courriers papier envoyés chaque année et sur la nécessité de développer le numérique, mais il ne faut pas se mentir, un numérique qui a développement à plusieurs vitesses selon les territoires. Pouvez-vous rassurer les habitants des petites communes et leurs maires sur la volonté de la Poste de ne pas dégrader la présence postale plus qu'elle ne l'a été lors de ces dernières années ? De plus, vous mettez en avant la modernisation de votre réseau avec un investissement exceptionnel de 800 millions d'ici 2025. Qu'en est-il de nos petites communes ? Merci. Merci beaucoup. Madame Lepé. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général, je constate que le groupe La Poste continue sa transition écologique avec notamment une ambition affirmée pour la neutralité zéro carbone. Afin de garantir cet objectif, vous vous tournez vers un verdissement de vos activités logistiques urbaines, notamment en investissant massivement dans la livraison bas carbone des centres-villes, ce que je salue. Aussi pourriez-vous détailler votre plan d'action visant à assurer une livraison sur le dernier kilomètre à faible émission carbone. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Bourgeot. Oui, monsieur le Président, monsieur le Président directeur général, moi je voudrais vous parler des réorganisations sur nos territoires des postiers. Si je comprenais la certaine logique, même si je ne la partageais pas sur les territoires, je trouvais qu'il y avait forcément une organisation que les gens comprenaient, que nos habitants comprenaient, puisque voilà, on avait des petits bureaux, on va dire disséminés sur le territoire, et donc on comprenait cette logique. Maintenant, je commence à ne plus comprendre une logique qui est en train de se mettre en place sur mon territoire. Je vais vous donner les noms, entre Pertuis et Dinard. Là, on est en train de vouloir déplacer, alors des communes de 8 000 habitants, quand même 8 et 10 000, on est en train de déplacer le service vers le centre-ville de Dinard, où il y a 3 marchés par semaine, et dans des locaux très vétustes, alors que lorsque moi j'avais évoqué le sujet localement, on m'avait dit qu'on était en recherche de locaux, on va dire, nouveaux et autres. Et maintenant, on me dit que, faute de moyens, ce n'est plus possible. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse. Merci, monsieur Alexandre.
Monsieur le Président, la Poste se désengage de plus en plus de nos territoires ruraux. Votre logique de remplacer les bureaux de poste par des agences postales communales et donc de faire gérer les agences par les municipalités est inacceptable. La Poste prévoit des facteurs guichetiers partout où les maires font de la résistance aux APC. Quelle est la pérennité d'un facteur guichetier? Et je sais de quoi je parle puisque j'ai été maire. La présence postale assurée par la Poste dans nos départements baisse constamment. Par exemple, en Aveyron, la Poste s'est désengagée à 75%. En 20 ans, l'effectif a été divisé par 2. C'est énorme. Certains sites ont un taux d'intérim à 50% avant même le Covid. Des tournées non assurées pendant plusieurs jours par manque de personnel. Que fait la Poste de l'argent que lui donne l'État et des exonérations dont elle bénéficie? Je rappelle que la Poste, en 2021, c'est 2,1 milliards de bénéfices, 724 millions de dividendes. La Poste est un service public, elle doit le rester. Allez-vous cesser la casse du service public? Merci, Monsieur Naillet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, directeur général, Philippe Naillet, député de La Réunion, ça a été souligné par les collègues ultramarins. Aujourd'hui, la question de l'augmentation des taxes sur les colis est un vrai sujet. C'est un vrai sujet pour des territoires qui connaissent déjà la double peine. Là aussi, ça a été rappelé. La vie chère, bien sûr, et un taux de pauvreté qui est 2,5 fois ce qu'il est dans l'Hexagone. Donc, ce n'est pas supportable que nous payions des taxes, qu'il n'y ait pas une forme de continuité. Je rappelle ici aux collègues que quelqu'un qui envoie un colis de Lille à Paris, ce colis-là ne subit pas de taxes. Par contre, si un Parisien, un Réunionnais qui habite Paris envoie un colis à sa famille à Saint-Denis de la Réunion, le colis subit les taxes. Donc, Monsieur le Président directeur général, ma question, elle est très simple. C'est la question que se posent les consommateurs réunionnais. C'est la question que se posent également les syndicats de la Poste. Je pense en particulier à Sud PTT. Nous voulons bien sûr qu'il y ait une véritable continuité, au-delà de ce que vous avez dit tout à l'heure sur la mesure législative, mais suppression des taxes, transparence sur les taxes et concertation entre votre direction à La Réunion, les usagers et les syndicats. Merci. Merci, Monsieur Perrault. Oui, merci Monsieur le Président directeur général. De nombreuses questions vous ont été posées, notamment sur votre présence dans les territoires ruraux. Moi, élu de la Nièvre, vous imaginez bien que je suis parfois en première ligne sur ce sujet. Par contre, de nombreuses opérations d'aménagement du territoire sont en cours. Petite ville de demain, par exemple. Première question, j'aimerais connaître un petit peu votre niveau d'implication, votre niveau de partenariat dans ces programmes qui permet en effet de vous donner des opportunités de pouvoir maintenir votre présence sur vos missions de service public, mais aussi sur le déploiement de l'ensemble des services que vous proposez. Et puis, et également dans le cadre du partenariat France Service, qui est aussi complètement intégré en phase de déploiement. Quelles sont un peu vos perspectives dans votre stratégie de déploiement de celle-ci? Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Simonet. Monsieur le Président, Monsieur le PDG Val, ma question porte sur les investissements réalisés par le groupe public La Poste et en particulier de Stuart, la plateforme de livraison. Stuart, racheté en 2017 par Géopost, filiale détenue entièrement par La Poste, a bénéficié de plus de 71 millions d'euros par le groupe, mais aussi de cadres de La Poste qui ont été nommés pour développer la plateforme. Stuart exploite des milliers de coursiers via un système frauduleux de travail illégal. Il a été reconnu coupable de travail dissimulé en septembre dernier. En 2020, le plan de vigilance du groupe La Poste qualifie pourtant Stuart, je cite, pionnière dans le développement d'un modèle responsable, alors que cette dernière est visée par une enquête depuis 2015 pour travail illégal, bien avant son rachat par Géopost et La Poste. Alors, Monsieur Val, le recours à des faux indépendants et au travail dissimulé correspond-il à un modèle responsable? Est-ce le rôle d'un groupe public investi d'une mission de service public de subventionner un système de travail illégal? Par ailleurs, depuis un an, 3 grèves perdurent de travailleurs dans les sociétés sous-traitantes de filiales de La Poste pour exiger leur régularisation. Madame Simonet. Merci beaucoup. Monsieur Tavel. Merci Monsieur le Président. Monsieur le PDG, vous avez poussé la logique de la privatisation au bout. Vous avez réussi à transformer une entreprise que les Français aiment, La Poste, en une entreprise de recul du service public, de fermeture d'agences, de restriction d'horaires, et dans une entreprise de maltraitance sociale où vous dites ne même pas compter les suicides, où vous avez été condamné plusieurs fois pour recours abusif au CDD et où des grèves sont actuellement en cours
dans des filiales de votre groupe où travaillent des travailleurs étrangers sans papier qui sont exploités. Les deux arguments qui ont conduit à vouloir la privatisation étaient le développement du colis plutôt que le courrier. Or, aujourd'hui, on voit que ça aboutit à faire rouler un nombre immense de camionnettes aux 3/4 vides par une multiplication d'opérateurs différents. Et le numérique, alors que nous n'avons plus jamais besoin d'un service public de proximité contre la fracture numérique. Ma question est donc simple. Ne pensez-vous pas que la privatisation était une erreur et qu'il est temps de revenir au service public? Merci, Madame Goulet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, donc je rappellerai, comme chacun l'a dit ici, il se produit depuis quelques années une réduction du maillage territorial postal. Cette raréfaction des bureaux de poste fait aujourd'hui que nous avons perdu près de 3000 bureaux de poste entre 2017 et 2022. Pour le département de la Meuse, l'objectif de mission de service public n'est plus atteint puisqu'il fait partie des 4 départements français qui n'est pas couvert à 90% par une présence postale sur son territoire. Cette situation est de plus en plus problématique pour les particuliers et les entreprises, car dans le même temps, l'amplitude horaire est réduite et les jours de distribution sont réduits. Sachant que la dématérialisation ne compense pas ces manques, pourriez-vous nous éclairer sur les solutions adaptées qu'il conviendrait d'apporter à cette désertion des territoires ruraux par la Poste, alors que ces services demeurent vitaux pour bien des usagers, notamment isolés, et en particulier dans mon département de la Meuse. Je vous en remercie. Bien, chers collègues, je n'ai pas de demande de questions additionnelles. Je vais donc proposer à Monsieur le Président Directeur Général de répondre à la totalité des questions. C'est à vous, Monsieur Val. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les députés, pour toutes vos questions. Évidemment, et on le voit, Madame la députée, avec votre dernière question, la question de notre présence sur le territoire est fondamentale. Et je m'aperçois à quel point nous devons utiliser sans doute beaucoup plus les commissions départementales de présence postale territoriale. Sur la question pratique que vous posez, dans la Meuse, je pense qu'il faut que nous confions aux postiers de la Meuse, ça veut dire aux responsables postaux de la Meuse et aux élus, la réflexion sur la façon dont on arriverait à rentrer, vous avez raison, la Meuse est l'un des 4 départements où les critères ne sont pas réunis. Je suis évidemment prêt à y travailler avec les élus de la Meuse, c'est fondamental. La deuxième chose, je pense également très important d'expliquer ce que nous faisons. Nous suivons la fréquentation des bureaux, nous devons la partager avec les maires. Je le redis, dans les zones d'aménagement du territoire, qui couvrent l'essentiel du territoire français, nous ne transformons un bureau de poste qu'avec l'accord du maire. S'il y a un veto, nous ne le transformons pas. C'est une règle qui reste et je n'y connais pas de contradiction. Il n'y en a pas parce que ce n'est juridiquement pas possible. Nous nous sommes engagés vis-à-vis de l'AMF sur ce sujet. Nous avons donc vraiment en tête l'idée de continuer notre explication et aussi de trouver de nouveaux services que la Poste puisse proposer aux habitants. Et vous n'avez à aucun moment parlé, je vais donc le faire, du fait que, par exemple, nous sommes aujourd'hui le 4e opérateur téléphonique avec la Poste Mobile. 2 millions de clients de téléphonie mobile, ce qui veut dire que nous arrivons à offrir des téléphones mobiles à des millions de gens, là où il n'y a plus aucune agence des autres opérateurs. Donc la Poste, elle doit inventer des nouveaux services, c'est absolument fondamental, et c'est une mission de service public pour nous. Le fait de signaler la faible fréquentation d'un certain nombre de points de contact ne veut pas dire qu'on va les fermer. C'est simplement dire à nos associés, vous avez tous souligné le côté positif de notre accord avec les buralistes, mais c'est également le cas avec les élus et les communes, comment on peut résoudre les situations quand il y a trop peu de fréquentation. C'est un sujet à partager entre nous. La question m'a été posée de l'application de la règle du CSE que vous avez votée à l'intérieur de notre groupe. La concertation sociale a commencé. Elle va se poursuivre au cours de l'année. Merci de cette règle que vous nous donnez. Elle est faite pour rendre le dialogue social plus efficace.
Et c'est la raison pour laquelle on la cale sur nos organisations et pas sur le nombre de départements, parce que le département n'est pas toujours la règle et l'organisation la plus pertinente pour la Poste, et le dialogue social est intense au sein de notre groupe. Sur le cloud de confiance, aujourd'hui la différence, et j'ai chaque fois parlé, y compris des difficultés que nous avons, c'est que notre intention est d'avoir un cloud qui utilise la technologie française. Là où on est à ce stade moins avancé que Microsoft, c'est dans le lien avec le client final. Et évidemment, nous sommes candidats au Health Data Hub pour qu'ils viennent se loger dans NumSpot. Vous m'avez, monsieur le député, posé la question de notre façon d'aider les collectivités locales dans leur plan de développement. Je rappelle, et l'aventure a commencé dans cette salle en 2011, que nous avons créé une banque des collectivités locales à partir de rien, à la suite des problèmes de Dexia. Nous l'avons fait avec votre commission, je m'en souviens comme si c'était hier, également avec la commission des finances des deux chambres. La Banque postale est aujourd'hui la première banque des collectivités locales. Et plus une collectivité locale est petite et rurale, plus elle fait appel à la Banque postale. Nous sommes à vos côtés pour ça. Et j'ai redit à quel point nous souhaitons travailler avec les CCAS, les élus, les départements, sur notre action vis-à-vis des Françaises et des Français. Le sujet a été posé des sans-papiers et de la situation du courrier. Alors sur les sans-papiers, c'est simple, la Poste n'emploie pas de sans-papiers. Et lorsqu'il y a eu des situations, parce qu'il y en a eu, je ne les nie pas, où notre sous-traitant a utilisé des sans-papiers, nous avons mis fin à ces situations de sous-traitance. Nous avons donc révoqué des contrats de sous-traitance parce que notre prestataire, à qui nous avions fait confiance, a employé des sans-papiers alors qu'il ne devait pas le faire par les engagements qu'il avait pris. Évidemment, c'est le cas. Sur la question particulière de Stuart, a été mentionné un jugement récent. Ce jugement existe évidemment. Ce jugement porte sur la gestion avant la prise de contrôle par la Poste. Puisque, Madame la députée, vous l'avez mentionné, nous sommes propriétaires de Stuart depuis 2017 et ce que met en cause le jugement, c'est des faits de 2015. Nous n'étions pas propriétaires et nous faisons tout pour respecter la loi. Et vous le savez bien, vous-même, vous réfléchissez au statut de ces livreurs indépendants. La Commission européenne le fait aussi. Et une fois de plus, ce que nous ferons, c'est d'appliquer la loi. Je reviens, parce qu'il y a eu 3 questions de votre part sur les taxes et les douanes dans les territoires ultramarins. Je veux vous le redire simplement, nous appliquons les règles que vous votez. Si vous décidez une exemption des colis, eh bien nous exempterons les colis. Si vous doubliez le montant des taxes, nous appliquerions le doublement du montant des taxes. On applique la loi que vous fixez. Donc je crois que le débat a là surgi entre vous. Je comprends cette préoccupation de nos clients d'outre-mer. On appliquera les règles que vous fixez. Et on essaiera de bien les appliquer. Et ça, on le fera. Je veux redire à quel point les territoires d'outre-mer sont importants pour nous. Et l'action sociale et économique que nous y avons est absolument essentielle. Sur le courrier, cette question m'a été posée. Le courrier ne gagne plus d'argent nulle part sur la planète. Donc, ce n'est pas du tout quand on a eu tort de choisir le colis. On a choisi la croissance contre l'attrition. Et partout dans le monde, je le redis, partout dans le monde, le courrier perd de l'argent. Et non seulement, Madame la députée, il perd de l'argent, mais il disparaît. Et je vous ai donné les chiffres en France, division par 3. Si on prend un autre exemple, la Norvège, les volumes de courrier au Danemark et en Norvège n'ont pas baissé de 2/3 comme en France, mais de 80%. C'est le cas du Japon, c'est le cas de la Chine. Tous les pays vivent la disparition progressive du courrier. Et donc l'enjeu pour notre entreprise, et j'aimerais que vous en soyez conscients, c'est d'inventer des nouveaux services alors que le métier historique que nous aimons, est en train de disparaître sous nos yeux. Et si nous avions décidé que nos facteurs resteraient toujours des facteurs lettres,
Alors que serait-il le jour où il n'y aurait plus de lettres? C'est ça que vit cette entreprise et je veux vraiment insister là-dessus devant vous. Sur la question des dividendes, vous avez posé la question. Je vous rappelle que nos actionnaires, qui sont 2 actionnaires publics, il n'y a donc pas de privatisation de la Poste. J'appelle privatisation une entreprise privée. Il n'y a pas un atome, il n'y a pas une action à la Poste qui n'appartienne pas à une personne publique. Il n'y a donc pas de privatisation de la Poste. Nos actionnaires ont accepté de toucher en titre de la Poste la part non cash de nos profits. C'est un comportement remarquable d'actionnaire. Et je pense que pour toutes les entreprises, c'est quelque chose d'important. Monsieur le député Botorel, vous avez parlé de ces nouvelles formes d'escroquerie que sont le refund. On peut aussi parler des escroqueries au compte personnel de formation. Nous y travaillons. La réponse à l'escroquerie numérique sur le compte personnel de formation, c'est l'identité numérique de la Poste. Sur le refund, nous sommes au travail avec les plateformes et les commerçants pour essayer de cibler les pratiques où il y a de la livraison, où il y a du retour vide. Évidemment, vous savez, c'est très fascinant d'ailleurs, puisque nous sommes maintenant dans le monde numérique. Au fur et à mesure que se développent les techniques numériques, se développent au moins aussi vite les fraudes, les escroqueries et les vols numériques. Donc sachez que c'est une priorité pour nous et nous y travaillons avec tous, notamment avec Amazon, dont je rappelais tout à l'heure qu'il est notre premier client. Sur notre participation aux initiatives des territoires, 400 maisons France Service sur les 2000 qui existent, donc on y participe. On est d'ailleurs, avec les mairies, le premier responsable des maisons de France Service. C'est soit un maire, soit le postier qui tient la maison France Service. Et on est preneur d'autres maisons de France Service. Et on cherche d'ailleurs à réfléchir à la prise en compte par les facteurs eux-mêmes de certaines missions des maisons de France Service, précisément pour aller au domicile des personnes âgées, comme vous l'avez souhaité. J'ai noté, monsieur le député, votre point sur Dinard. Là, je ne sais pas, mais on va regarder. Ça, vous voyez, typiquement, monsieur le député, ça se joue dans la commission départementale de présence postale territoriale. C'est là, sur le terrain, que les élus doivent parler aux postiers et que les postiers doivent écouter les élus. Je pense que c'est la bonne façon de fonctionner. Enfin, nous participons de manière très active à Petite Ville de demain, à Cœur de Ville. Nous cherchons chaque fois à trouver aux côtés du maire des situations et des solutions pour essayer de nous développer. Il y a un élément également que vous avez évoqué, qui est notre présence sur le territoire, et je veux souligner le suivi d'un dispositif voté lors de la précédente mandature qui s'appelle le WePub. Le WePub est quelque chose qui, s'il était généralisé, vous savez qu'on est en train de le tester sur des expérimentations, se traduirait par une baisse de la fréquence des passages des postières et des postiers. Non pas des factrices et des facteurs, mais des médias postiers. Nous en employons 12 000. Le WePub est quelque chose qui se traduit, lorsqu'il s'applique dans un territoire, par la disparition de Mediapost, par la disparition de nos emplois, et donc disparition des emplois souvent très utiles à des populations en voie d'insertion. C'est un vrai risque du WePub. Moindre publicité pour les commerces locaux, et je ne suis pas certain que le papier soit plus polluant que le numérique quand on voit les puissances installées des data centers. Je me permets donc d'appeler votre attention sur ce sujet. Nous défendons nos emplois, nous défendons les emplois locaux qui sont présents, et il y a là un sujet qui vaut, de mon point de vue, l'intérêt de la communauté parlementaire. Dernière chose, peut-être, sur toutes les questions que vous avez posées, la question du pouvoir d'achat. Comme depuis le début de cette présentation, nous assumons les situations. Nous avons fait, en 2022, le maximum de ce que nous pouvions faire en matière de négociation salariale. Vous l'avez remarqué, 4% alors que l'inflation sera à 6%. Souvenez-vous que je vous ai dit que le choc pour l'entreprise de l'inflation, c'est 1 milliard d'euros. Donc le sujet, c'est que si vous avez 1 milliard d'euros de moins de chiffre d'affaires,
c'est quand même assez difficile d'offrir plus. Et c'est dans cette gestion-là que nous le faisons, et ça passe par un accord social. La NAO a fait l'objet d'un accord social. Enfin, sur les activités futures de nos factrices et de nos facteurs, et vous avez été très nombreux, et je vous en remercie, à témoigner de la confiance que vous aviez dans les factrices et les facteurs. Et vous voyez bien que, alors que la lettre disparaît, nous sommes en train de créer des nouveaux services. Et vous les avez appelés de vos voeux, y compris à travers vos critiques, que je peux comprendre. Lutte contre l'exclusion numérique, c'est-à-dire pédagogie numérique à domicile ou dans les bureaux de poste. Nous y sommes prêts et nous le faisons déjà. Transport de médicaments ou de repas à domicile. Regardez comment nous avons progressé avec nos factrices et nos facteurs. Il y a 6 ans, la Poste livrait 0 repas. À la fin de l'année, nous serons devenus le leader avec plus de 3 millions de repas livrés chaque jour. C'est livré par an, mais un jour, peut-être des millions. Et on y travaille, et c'est évidemment fondamental. Et les factrices et les facteurs, comme nos syndicats, l'ont compris, puisque la lettre disparaît. C'est d'autres services qu'on veut mettre en avant. Et dans l'Aller vert, on a montré à quel point on souhaitait développer l'avenir pour les factrices et les facteurs. Car l'avenir pour les factrices et les facteurs ne sera pas la lettre, même si nous aimons le courrier et que lorsque j'ai l'honneur de vous accueillir dans les petits déjeuners parlementaires que je tiens tous les mois et auxquels je vous invite. Madame la députée, on mange bien au petit déjeuner de la Poste et vous y êtes invité comme tous les autres députés et on discute des sujets de la Poste et on aime le courrier. Le sujet, c'est ce qui se passe dans le monde entier. J'ai le sentiment, Monsieur le Président, que j'ai répondu à peu près à tout. Très bien. Il me semble. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur le Président, Directeur Général. Merci pour votre temps et la qualité de vos réponses. Et donc bien noté pour l'invitation au petit déjeuner. Mensuel. Mensuel, tout à fait. Chers collègues, prochaine réunion, mercredi 14 décembre à 9h30, examen du rapport d'application de la loi maltraitance animale et examen de la communication du groupe de travail sur l'inflation. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Président, merci mesdames et messieurs les députés.